Bonsoir, ici Adèle Descaritchen et bienvenue à Deuxième Regard, où on décortique l'actualité sous un regard souvent oublié, celui des femmes. En studio aujourd'hui, mes collaboratrices, Azel Brunet et Esther Cadidiaz-Ampalégri. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Adèle. Aujourd'hui, on vous parle de santé et bien sûr au féminin. On reçoit l'infirmière clinicienne Elisabeth Rai pour discuter avec nous de l'augmentation des cas d'ITSS chez les jeunes femmes. Avec Azel, on discute de sous-diagnostic des maladies cardiovasculaires chez les femmes et avec Esther, des injections à sémaglutide et leur marketing assez insidieux. Et en fin d'émission, on vous présente notre reportage terrain produit par notre journaliste Perle Mérode-Kabambi sur la première clinique d'avortement par télémédecine au Québec. Mais avant ça, voici ce qui a retenu notre attention aujourd'hui, votre essentiel du jour en 3 points. À l'international, 3 jours après les frappes conjointes en Iran par les États-Unis et l'Israël, le conflit continue de s'escalader au Moyen-Orient. Esther, aujourd'hui, c'est le directeur du bureau du Québec à Tel Aviv qui a été rapatrié. Oui, donc le directeur Ali Akobian a été rapatrié au Québec, mais il n'est pas le seul puisque plusieurs autres employés canadiens dans la région ont été relocalisés temporairement puisque des missiles iraniens ont touché le sol de Tel Aviv. Et c'est aussi à noter qu'en ce moment, Air Canada a suspendu tous ses vols en direction ou en provenance de Dubaï et de Tel Aviv, et ce jusqu'au 23 mars, et que le gouvernement du Canada a émis un avis d'éviter les voyages dans la région. Du côté de la politique provinciale maintenant, ce matin, on apprenait le retrait de la vie politique de Caroline Proulx, ministre de l'Habitation et de la Condition féminine. Azel, c'est à travers un message sur ses réseaux sociaux qu'elle a annoncé ne pas solliciter un prochain mandat. Oui, exactement. Donc, en fait, elle expliquait sur X que la dernière année avait été assez difficile pour elle, notamment parce qu'elle a perdu sa mère de façon assez subite. Donc, étant en deuil, elle a décidé de prendre une pause de la vie politique. Puis, cette pause, ça lui a permis de prendre un petit peu de recul elle a réalisé qu'à 60 ans, elle était prête à passer à un autre appel. Elle va quand même terminer son mandat actuel. Je rappelle qu'au sein de la CAQ, il y a eu de nombreux départs qui ont été annoncés dans les derniers mois. Donc, la décision de Mme Proulx suit une certaine tendance. Et ça va de pair avec le député Vincent Marissal, qui siège comme indépendant, qui lui aussi a annoncé ce matin ne pas solliciter un prochain mandat. Encore au niveau de la politique provinciale, c'est aujourd'hui, ou plutôt des provinciales en général, c'est aujourd'hui qu'a ouvert le procès de diffamation entamé par le cardinal Marc Ouellette contre Pamela Groslo, qui l'avait accusé publiquement d'agression sexuelle en 2022. Esther, ça, c'est des accusations au civil. Oui, dans le fond, le cardinal Ouellette réclame 100 000 $ puisque Pamela Groslo, qui occupait un poste d'agente pastorale en 2008 et 2010, l'accuse de 3 faits reprochés dans ces années. Et sa démarche, il dit, et je cite, « rétablir son honneur » puisqu'il dément 100% les accusations. Et je le rappelle, le cardinal a démissionné de la Congrégation des évêques en 2023 suite aux allégations, mais il disait pour cause son âge et non les allégations précisément. Et allons maintenant en sujet du jour, parlons de santé féminine et commençons par la santé sexuelle. Parce qu'en janvier 2026, l'INSPQ a sorti un rapport sur les données provinciales concernant les cas d'ITSS à travers la province, et ce, pour l'année 2023. Dans ce rapport-là, on voit que les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent une grande proportion des cas et aussi que particulièrement les femmes sont marquées par l'augmentation des cas d'ITSS à travers la province. À ce sujet, on reçoit aujourd'hui Elisabeth Rai, infirmière clinicienne à la clinique de dépistage Prélib. Bonjour, Elisabeth. Bonsoir. Dans ce même rapport, Elisabeth, on soulève que l'augmentation des cas de gonorrhée et de syphilis est particulièrement marquée chez les femmes. Pour la syphilis, on parle notamment d'une augmentation de 10 fois entre 2015 et 2023. Elisabeth, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette augmentation importante, surtout en ce qui concerne les jeunes femmes? C'est une excellente question. L'augmentation peut être attribuée au fait qu'on dépiste plus de personnes, donc plus de dépistage donne nécessairement plus de gens qui vont sortir positifs pour les différentes ITSS. Puis particulièrement pour les femmes, là, on sait que le taux de dépistage chez les jeunes femmes sont plus élevés que chez leurs homologues masculins. Encore une fois, l'INSPQ disait que les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans se faisaient dépister 2 fois plus que les jeunes hommes du même âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans votre pratique? On remarque qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se faire dépister chez nous, autant des femmes que des hommes. C'est sûr que nous, on essaie de rendre ça accessible à tous là, pour essayer d'offrir une santé sexuelle saine pour tous. Oui, absolument. Puis, tu sais, Prélib, justement, vous parlez d'accessibilité. On promouvoit ici le dépistage asymptomatique. Pourquoi particulièrement ce dépistage-là?
L'objectif, c'est de rendre le dépistage là, une activité qui est pas stressante, qui est accueillante pour tous. Donc, le fait de permettre un dépistage asymptomatique, ça permet un auto-prélèvement au patient aussi. Donc, c'est beaucoup moins invasif dans l'intimité, dans la confidentialité de la personne, de procéder de cette façon. Donc, vous mentionnez ici un dépistage qui est moins stressant. C'est quelque chose que vous voyez dans les patientes que vous recevez, les patients que vous recevez, une expérience qui semble être anxiogène? Absolument. Le dépistage des ITSS, c'est toujours ça peut toujours être un facteur de risque là, chez certaines personnes. Ça peut être un frein aussi là, à venir se faire dépister. Donc, l'objectif, c'est prélibre, c'est vraiment de rendre ça accessible le plus possible, puis de pouvoir permettre au plus de personnes d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Justement, quand on parle de dépistage asymptomatique, est-ce qu'on voit les mêmes risques pour justement ces ITSS-là qui sont asymptomatiques, les risques pour la santé, je veux dire, pour les ITSS asymptomatiques, que celles dont le patient ressent des symptômes? Oui, on peut même dire que potentiellement plus de risques parce que asymptomatique empêche parfois les gens de venir se faire dépister là, en croyant qu'ils n'ont pas d'ITSS. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de permettre un dépistage accessible, facile, simple, pour que le plus de personnes viennent se faire dépister, puis qu'on soit capable là, de prendre en charge les patients qui ont besoin d'une prise en charge. Justement, vous le dites, là, dans des maladies comme la chlamydia, quand elle est asymptomatique, elle peut rester longtemps sans être traitée, puis on sait que chez les jeunes femmes, ça peut amener de l'infertilité notamment. Donc, justement, c'est particulièrement important pour les jeunes de rester vigilants face aux symptômes, et même quand ils n'ont pas de symptômes, de consulter un professionnel de la santé. Elisabeth Rey, infirmière clinicienne à la clinique de dépistage Prélib, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et donc, ici, on voit comment il peut y avoir des enjeux de santé sexuelle qui touchent tout particulièrement les femmes. Mais c'est le cas des enjeux de santé sexuelle, mais ce n'est pas les seuls enjeux. On peut aussi parler des problèmes de santé cardiovasculaire. Dans notre imaginaire collectif, là, quand on parle de maladies de cœur, souvent on a l'impression que c'est des maladies qui touchent plus les hommes. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès prématuré des Canadiennes. C'est dans ce cadre-là que le 13 février dernier a eu lieu la journée Tout le monde en rouge, qui cherche à sensibiliser aux maladies cardiovasculaires des femmes, parce qu'on le sait, il y a encore des lacunes dans la recherche, dans le traitement et dans le diagnostic. Azel, pourquoi est-ce qu'il continue d'avoir autant un manque de compréhension face à la santé cardiovasculaire des femmes? Mais en fait, Adèle, ce manque de compréhension, ça vient surtout d'un manque de recherche parce que les données liées au diagnostic et au traitement des maladies du cœur viennent d'études qui ont historiquement été faites chez les hommes. Donc, par exemple, à la fin des années 70 aux États-Unis, les essais cliniques avaient été complètement interdits aux femmes en raison d'une étude qui avait mal tourné. Bon, tant pis, dommage. Oui, puis bien, encore de nos jours, il y a un manque, un manque de présence féminine flagrant dans les études médicales. Donc, les médecins n'ont pas le choix d'extrapoler les données observées sur les hommes. Sauf que le corps et la physionomie des femmes, on le sait, c'est très, très différent de celle des hommes. Donc, c'est des recherches qui ne sont pas nécessairement applicables là, aux deux. Oui, tout à fait. Donc, dans le cas des maladies cardiaques, par exemple, les femmes vont avoir une fréquence cardiaque beaucoup plus élevée. La taille de leur cœur et de leurs artères va être plus petite. Donc, ça favorise la formation de caillots dans le sang. Ça peut entraîner plus de complications. Donc, plein de petites différences physiologiques qui vont au-delà de juste le cœur et qui doivent être prises en considération dans les recherches, dans les traitements médicaux. J'imagine que les symptômes, ils vont être différents. Oui, donc toujours au niveau des maladies cardiaques, pour les hommes, les symptômes vont être plus classiques, donc des douleurs thoraciques qui vont être assez évidentes, alors que pour les femmes, les symptômes vont être un peu plus subtils et aussi un peu plus variés. Donc de la fatigue significative, des malaises généralisés, de l'essoufflement, des douleurs musculaires et plus. Donc des symptômes qui sont moins visibles et surtout plus généraux, donc ça peut entraîner un mauvais diagnostic et des démarches médicales qui vont être tardivement entamées. Aussi, la Fédération des médecins spécialistes du Québec parlait de différents facteurs qui favorisaient le risque de maladies cardiaques chez les femmes, notamment la grossesse. Donc, les femmes enceintes ont 3 fois plus de risques de souffrir d'un AVC que les femmes qui ne le sont pas. Même chose pour la ménopause. Après la ménopause, le niveau d'estrogène baisse et ça augmente le risque de développer des maladies cardiaques. Donc, globalement, tous les changements hormonaux sont souvent mal compris en médecine. Mais justement, on parle de maladies cardiovasculaires pour les femmes. Quand on pense aux maladies qui touchent les femmes, souvent, on a plus tendance à associer ça au cancer du sein, par exemple. Oui, d'ailleurs, la docteure cardiologue Christine Pacheco faisait une analogie assez forte sur le sujet. Elle disait, lorsqu'il est question d'aborder la santé des femmes, l'approche bikini l'emporte souvent. Donc,
On va vraiment se focusser sur les organes reproducteurs, sur les organes génitaux et sur les seins, qui vont être priorisés au-delà de tout le reste. Sauf que la vérité, c'est que les femmes sont 5 fois plus à risque de mourir d'une maladie cardiaque que d'un cancer du sein. C'est quand même un chiffre extrêmement important. Oui, puis ça démontre que beaucoup de gens, y compris plusieurs médecins, ignorent encore que les maladies cardiaques tuent plus de femmes que d'hommes. Puis les femmes elles-mêmes ne sont pas au courant qu'elles présentent un risque. Donc, des problèmes qui restent largement mal adressés. Merci, Azel. Et donc, au contraire, il y a ces problématiques qui sont sous-visibilisées, mais au contraire, en santé féminine, on voit aussi des solutions qui ciblent les femmes, qui sont peut-être présentes de manière excessive. Ici, on peut parler de médicaments de prescription et notamment d'injections de sémaglutide. Donc, on parle ici, bien sûr, des Ozempic, Wegovy, Mounjaro de ce monde. Je sais pas pour vous, mesdames, moi, pendant les dernières semaines, quand j'ai écouté les Jeux olympiques, j'ai eu l'impression que tous les segments étaient présentés par Ozempic ou Wegovy. Esther, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de voir cette promotion d'injection par sémaglutide partout? Bien, écoute, t'es pas la seule parce que aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, Ozempic et Wegovy étaient d'énormes partenaires, mais aussi, comme tu l'as mentionné, à Milan-Cortina, il y a pas très longtemps, en 2026. Et on voit beaucoup plus de publicité par rapport aux injections de sémaglutide. Par exemple, il y a des gens qui ont retrouvé dans leur trousse de HelloFresh, les trousses à repas, des publicités pour Ozempic. Un bon budget marketing. Hein? Oui, et pour les gens qui sont un peu plus observateurs, peut-être que vous avez remarqué au Centre Bell des panneaux publicitaires pour Ozempic ou Wegovy, mais aussi dans les parties, par exemple, de la Victoire de Montréal, qui fait partie de la Ligue professionnelle de hockey féminin, parce que Novo Nordisk, la compagnie mère de Ozempic et Wegovy, est partenaire officiel de la Ligue. Donc, on voit ici ces compagnies qui s'incrustent dans le sport féminin, qui viennent peut-être créer une association entre le sport et la minceur, ou du moins le sport et la perte de poids. Oui, puis de base, ces injections de sémaglutide, ou on peut aussi appeler GLP-1, c'est fait pour les gens qui sont diabétiques de type 2 plus précisément parce que ça vient réguler la glycémie, donc le taux de sucre, mais aussi l'appétit. Puis on a récemment découvert que c'était très efficace pour la perte de poids, donc beaucoup de gens commencent à en prendre. Et c'est pour ça que Serena Williams a commencé à en faire la promotion sur ses réseaux sociaux, mais aussi des partenariats. Mais pourtant, Serena Williams, c'est quand même une athlète de haut niveau. On peut penser qu'elle est en bonne santé, là. Oui, puis en fait, elle a dit que ce désir de prendre du Ozempic ou une injection à sémaglutide vient du fait que elle était en postpartum. Donc, ça a été tenté après sa grossesse. On sait que le moment postpartum pour les femmes, c'est très vulnérable. On prend du poids, on perd du poids, c'est beaucoup d'émotions. Et d'autant plus que l'OMS a dit que, tu sais, qu'on commence à prendre ces injections à sémaglutide-là, il faut les prendre à long terme pour pas avoir ces effets renversés. On peut imaginer aussi qu'il y a des effets adverses sur la santé. Oui. Puis en ce moment, ce qu'on remarque, c'est que les gens se plaignent beaucoup sur des inconforts gastriques, la digestion, des maux de ventre. Mais à long terme, ça reste un peu un point d'interrogation parce que ça a commencé à être utilisé très récemment pour la perte de poids. Puis ce qu'on voit avec Ozempic, Wegovy, les sémaglutides, c'est que ça renforce encore une fois la culture de la minceur. Et c'est très insidieux parce qu'on vient le mettre dans des événements sportifs tels que les Olympiques, mais aussi utiliser des sportifs de haut niveau comme Serena Williams. Puis la docteure Karine Gravel, une docteure en nutrition, nous dit que ces compagnies-là ne vont pas nécessairement cibler les gens qui sont en surpoids, mais les gens qui sont inconfortables ou insatisfaits avec leur poids, puisque Santé Canada, selon Santé Canada, les femmes sont majoritairement accommodées par leur apparence physique et leur poids. Surtout, on rappelle que le brevet sur Ozempic et Wegovy est tombé en janvier 2026, donc on risque de voir plus de dérivés génériques et à plus bas prix de ces mêmes produits-là. Merci Esther. On vous a parlé de médicamentation chez les femmes. On continue dans cette lignée-là avec notre reportage du jour, où on discute d'avortement médicamenteux par télémédecine. Parce que oui, l'accessibilité à l'avortement a beaucoup augmenté dans les dernières années au Québec. Notamment entre 2024 et 2025, l'utilisation de la pilule abortive a augmenté de 80 % au Québec. En studio avec nous, notre journaliste Perle Mérode-Kabambi est allée découvrir la première clinique d'avortement par télémédecine au Québec. Perle, c'est quoi les changements législatifs qui ont permis maintenant de prescrire la pilule abortive à distance? Adèle, il y a 3 années clés à retenir dans tout ça. D'abord, en 2015, Santé Canada approuve Excuse, je l'entends pas. L'utilisation de la pilule Santé abortive. Canada approuve l'utilisation de la pilule abortive. En 2017, elle est offerte gratuitement au Québec à travers la RAMQ. En 2022, ensuite, l'étape d'avoir une échographie et une consultation en personne n'est plus obligatoire. De cela s'ouvre la toute première et à date la seule clinique avortement complètement en distance au Québec. Elle s'appelle Autonomia. Elle est ouverte depuis septembre 2025. J'ai eu la chance de parler à sa fondatrice, Dr. Sandrine Dionne, et l'une de ses patientes. Merci. Moi, je suis tombée enceinte dimanche. J'ai pris mon rendez-vous
le dimanche. J'ai eu mon rendez-vous le jeudi, puis j'ai pris ma pilule le vendredi. Alors, dans l'espace de 5 jours, j'ai pu avoir un rendez-vous, avoir ma pilule et entamer le processus d'avortement. J'ai été soulagée aussi que ça soit pas compliqué, puis que c'était bien organisé, puis que je sois bien encadrée. Maxime a 26 ans. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de 7 semaines, elle décide de se faire avorter grâce au service de télémédecine qui rend l'accès au service plus facile. La gynécologue Dr. Sandrine Dionne a fondé Autonomia, la première clinique entièrement dédiée à l'avortement par télémédecine au Québec. Elle travaille dans une clinique traditionnelle. Bienvenue au centre de consultation des femmes. Où l'attente est souvent plus longue. Il y a beaucoup de cliniques qui ont des bons délais d'attente, là, des fois 2 semaines, 3 semaines, même plus que ça. Donc, par télémédecine, c'est ça l'avantage, c'est que ça réduit vraiment beaucoup les délais. En 2 jours, la pilule peut être prescrite. En octobre 2024, le gouvernement du Québec a lancé un projet pilote de télémédecine dans son hôpital Honoré-Mercier. Jugeant l'étendue insuffisante, elle lance sa clinique Autonomia qui est accessible partout au Québec. L'utilisation de la pilule abortive Mifegymiso a plus que doublé entre 2020 et 2024. Le Collège des médecins du Québec a retiré plusieurs restrictions, comme l'obligation d'échographie. Donc, les patientes avec cette méthode-là peuvent avoir l'avortement beaucoup plus tôt. Bonjour, c'est Dr. Dionne. Donc, tu avais pris rendez-vous là, avec la clinique Autonomia. Tu sais, il y a des patientes que ça va être difficile de se présenter, qui veulent que ce soit fait de façon un peu plus confidentielle. Ils vont préférer avoir un service par télémédecine. J'ai des patientes du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides. L'infirmière clinicienne Jacinthe Tremblay et Dr. Dionne estiment que la télémédecine est un choix complémentaire aux soins déjà existants. Les deux doivent continuer de coexister, là. Oui, on augmente l'accessibilité aux soins, mais si on augmente l'accessibilité à un seul soin, ultimement, c'est pas 100% le choix de la femme. Donc, fait que soit d'avoir accès autant à la pilule abortive, à l'avortement par instrument. Augmenter l'accessibilité des soins était nécessaire pour Dr. Dionne, mais ce n'était pas une décision facile. Je me suis dit, est-ce que je fais ça, m'afficher comme quelqu'un qui fait des avortements là, sur Internet? Puis je me suis dit, ben si je veux que ça arrête d'être tabou, ben j'ai pas le choix de le faire. Quand les soins sont tabous, stigmatisés, ben ça diminue la qualité des soins. Ça fait que moi, j'ai de la difficulté à aller me faire former. Ça fait que les patientes ont souvent pas la bonne information. Pour briser ce tabou, Dr. Sandrine et Maxime font des vidéos sur les réseaux sociaux au sujet de l'avortement. Donc, dans un contexte où est-ce qu'on sait que l'accès aux soins d'avortement est inégal non seulement à travers le pays, mais à travers la province, une initiative ici qui tient à uniformiser le tout. Voici ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et on se retrouve demain, 19h, pour un prochain épisode de Deuxième Regard. Bonsoir.